Bon, il est 17h30, on va peut-être commencer. Merci à tous et toutes d'être là ce soir avec nous pour parler de défiance dans le secteur de l'alimentation. Je m'appelle Laura Brimont, je suis coordinatrice de l'initiative Mode de vie en transition à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales et qui est un think tank qui travaille sur le développement durable. Alors pour aborder cette question ce soir, j'ai avec moi 4 intervenants. Merci beaucoup à eux d'être là avec moi. Donc il y a tout d'abord Philippe Drouin, qui est directeur conseil chez Greenflex. Bonsoir. Greenflex qui fait donc du conseil et de l'accompagnement d'entreprises dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. Valérie Jacquier, qui est nutritionniste en libéral, qui est aussi consultante experte alimentation saine et durable, et qui est administratrice de l'association Bioconsommateurs. Mathieu Hugues, qui est cofondateur et CEO de Tilcal. Tilcal, c'est une entreprise de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement dans plusieurs secteurs, dont l'agroalimentaire. Et enfin, Nicolas Ders, qui est responsable du programme Transition alimentaire chez Carrefour. Et je ne vais peut-être pas présenter Carrefour. Alors, pour commencer cette session, on va prendre donc 40 minutes de discussion, d'échange avec les intervenants. On va essayer de garder 5-10 minutes à la fin pour les réponses de votre part, pour les questions, pour les questions de votre part. Alors, normalement, on a une application qui permet de poser des questions en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez utilisée durant le salon. Sinon, pour l'utiliser, il faut se rendre sur le site de ProDurable. Vous allez à l'onglet Programme. Donc il doit être en haut à droite, si je ne me trompe pas, édition 2020. Vous tapez sur la session donc, de maintenant, et puis là, vous pouvez faire interaction avec la conférence, donc les conférenciers. Si c'est trop compliqué, vous faites des avions, et puis vous m'envoyez votre question par avion. Voilà, on va faire comme ça. Alors, la première question, ça serait pour vous, Philippe. Donc, vous, ça fait longtemps que vous travaillez dans le secteur agroalimentaire. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous retracer un petit peu l'émergence de cette problématique de la défiance des consommateurs? Avec plaisir. Donc, alors, ça se voit peut-être pas, mais effectivement, c'est 25 ans que je travaille dans le secteur. J'ai été responsable qualité, puis j'ai surtout suivi pendant près de 15 ans ces sujets de crise pour plusieurs fédérations professionnelles du secteur. Peut-être le sentiment qu'on a, en fait, c'est des scandales à répétition, des scandales sanitaires dans un premier temps, mais également d'autres sur les aspects de loyauté. Donc, moi, j'ai commencé avec la vache folle, le poulet à la dioxine, le bisphénol A, voilà. Puis j'ai terminé il y a quelques années avec la viande de cheval. Et là, je me suis dit, allez, je passe à autre chose. Et donc, ce qu'on peut, c'est qu'au départ, en tout cas, on vivait surtout ces crises comme un peu des crises sectorielles. Donc, on voit ce qui s'est passé avec la vache folle et comment, on va dire, le monde de la viande a pu s'adapter, tant bien que mal. Il y a un autre peut-être élément important qu'il faut retenir, je pense, depuis tout ça, c'est une médiatisation. Enfin, moi, j'ai le sentiment que depuis la fin des années 2000, le début des années 2010, on a senti les médias, grand public, s'emparer de ces sujets-là, puisque c'était quelque chose qui commençait un peu de faire de l'audience. Donc, je pense que ça a contribué à cette défiance qui s'installait. Vous rajoutez à ça la couche des réseaux sociaux avec un soupçon, je dirais, peut-être de goût de certains pour la théorie du complot. Effectivement, vous arrivez en fait à une défiance qui va s'enraciner. L'autre aspect, pour les avoir défendus aussi pendant plusieurs années, c'est qu'il y a aussi ce sentiment que l'alimentation industrielle, c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et je pense qu'il y a eu un vrai déficit de transparence, ou en tout cas de communication beaucoup plus qualifiée auprès du consommateur pour que celui-ci garde confiance. Et puis après, je crois tout simplement, pour aller sur des aspects un peu plus symboliques, Fischler disait dans les années 90, il m'a appris ça à l'école, qu'on est ce qu'on mangeait. Donc je pense que ça reste toujours le cas. Pour l'être humain, manger reste quand même un acte très symbolique. Donc on devient ce qu'on mange. Donc quand on ne comprend pas ce qu'on mange, forcément, on ne peut que s'inquiéter. Et je pense que c'est ça qui contribue à cette défiance qui est largement enracinée maintenant dans l'inconscient collectif. Voilà.
Merci. Vous, Valérie, donc du coup, vous exercez en tant que nutritionniste. Comment vous voyez cette question se poser dans votre patientèle au quotidien? Alors, comme vous, Philippe, en fait, j'ai vu cette défiance augmenter, je dirais. Effectivement, je pense que le fait que les médias véhiculent et fassent des enquêtes assez incisives, assez fines aussi, sur les entreprises agroalimentaires, comme vous disiez, il y avait une certaine opacité, en fait, de la part des industriels de manière générale. Cette médiatisation du sujet de l'alimentation, du sujet de la nutrition, du sujet de la santé, fait que finalement les consommateurs et les patients que je vois sont en demande précise, arrivent avec un certain bagage de connaissances d'ailleurs, et ils ont une demande précise sur les critères de choix de leur alimentation. Donc ça, c'est quelque chose que je vois de manière plus perçante encore depuis ces 5 dernières années. Donc les questions sont vraiment assez techniques, avec des mots techniques qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir échanger auparavant, en tout cas dans ce cadre-là. Donc il y a vraiment cette question-là et cette anxiété aussi finalement qui est assez sous-jacente vis-à-vis des produits alimentaires disponibles. Et puis il y a cette défiance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire qui est flagrante et vis-à-vis des pouvoirs publics aussi qui sont considérés comme étant non plus caution d'une alimentation disponible et saine, mais que justement l'État ne joue pas son rôle de mettre à disposition des aliments de qualité nutritionnelle ou de qualité environnementale, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe de plus en plus. Donc finalement, l'objet de la discussion avec les patients est devenu assez technique et très orienté vers comment faire pour créer soi-même sa santé, sachant que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de l'assurer. En gros. Merci beaucoup. Donc du coup, tous les deux, vous mettez en avant quand même la question de la transparence et de l'accès à l'information. J'en viens vers vous, Mathieu. Donc vous avez créé une start-up qui vise justement d'une certaine manière à répondre à ce besoin de transparence. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu en quelques mots le Tilcal et puis son principe? Oui, donc Tilcal, c'est une boîte qui a 3 ans et demi maintenant. Une vingtaine de personnes et notre rôle, c'est permettre aux industriels en fait, d'organiser une traçabilité bout en bout sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc on pourrait dire de la ferme à la fourchette dans l'agroalimentaire. Et donc on met en place en fait les technologies logicielles qui permettent de faire ça. Donc peu importe les mots, mais enfin, c'est ce qu'on appelait des blockchains, de l'intelligence artificielle, du big data, enfin, ce genre de choses. Peu importe la partie techno. Ce qu'on permet du coup en faisant ça, c'est aux industriels de savoir ce qui se passe sur leur chaîne d'approvisionnement et du coup d'être transparents vis-à-vis de leurs clients, que ce soit des clients entreprises ou consommateurs. Donc on fait ça avec des industriels type par exemple Danone, on assure la traçabilité de leur chaîne d'approvisionnement de lait pour enfants vers la Chine, donc qui sont des marchés très exposés en termes de risque de contrefaçon sur des produits quand même un peu sensibles, sur lesquels il y a eu des gros problèmes. On travaille aussi depuis peu de temps là, avec une boîte qui s'appelle June qui fait des couches avec un positionnement justement durable, et puis on travaille aussi dans l'aéronautique avec Daher. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment pour lequel je cite ces différents secteurs, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, la question de la défiance, elle se voit dans l'agroalimentaire parce qu'on mange tous et on ne fabrique pas forcément tous des avions, donc on est moins sensible aux questions de traçabilité dans l'aviation. Néanmoins, en fait, les questions se posent de la même façon. Et en fait, la question de la défiance, c'est ce à quoi on essaie de répondre. Elle est ancrée dans quelque chose qui, vous disiez tout à l'heure, Philippe, le consommateur dit on ne sait pas trop ce qui se passe. Ben, la bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, en tout cas de la nouvelle, c'est que c'est pareil pour les industriels. Si on regarde sur la chaîne d'approvisionnement, chaque industriel sait ce qui se passe chez lui, mais le degré de connaissance de ce qui se passe sur l'ensemble d'une chaîne, bout en bout, il est incroyablement faible. Mais après ça, il faut le regarder d'une manière assez tranquille, c'est-à-dire que c'est pareil dans toutes les industries. C'est pas propre au food, donc c'est pas des dérèglements propres à des acteurs de l'agroalimentaire qui feraient moins attention que les autres. C'est pareil partout. C'est propre plutôt à la façon dont les chaînes d'approvisionnement se sont complexifiées très très vite et qui n'a pas permis de mettre en place des systèmes de traçabilité qui assurent leur cohérence et leur sécurité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on arrive à un point, en tout cas je crois, où il est un peu temps de se pencher sur cette question et de resécuriser nos chaînes d'approvisionnement parce qu'il commence à y avoir des dérèglements qui sont relativement sérieux. On voit des
des soubresauts de ça dans l'agroalimentaire. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus profond. Je finis juste sur un chiffre. En 2016, il y avait à peu près 7% des produits qui rentraient importés dans l'Union européenne qui étaient des produits de contrefaçon, ou qui incluaient de la contrefaçon. 7% des produits, tout compris, c'est un produit sur 15. C'est littéralement colossal. Et donc c'est ça la question de la traçabilité, de qu'est-ce qui se passe dans nos chaînes d'approvisionnement, et c'est ça qu'il faut traiter globalement. Merci Mathieu. Et donc pour vous, Nicolas, à Carrefour, là, cette question de la défiance de vos consommateurs, vous la ressentez comment ? On la ressent de plusieurs manières. Je voulais revenir, effectivement, l'alimentation, elle a une dimension intime, et c'est vrai, et on observe la même chose dans les cosmétiques, par exemple. C'est vraiment deux secteurs d'activité qu'on retrouve dans les rayons où on observe les mêmes choses. On l'observe de plusieurs manières différentes. Déjà, effectivement, il y a deux choses. On a des clients qui sont beaucoup plus conscients qu'avant, qui ont beaucoup plus d'informations, qui ont des termes techniques, et on les interroge beaucoup. Voilà, il y a 13 millions d'utilisateurs de Yuka en France. On voit que des produits notés Nutri-Score A et B font plus 1%, plus 0,8% de chiffre d'affaires l'année dernière versus ceux qui sont CED. Le Nutri-Score, c'est cette échelle à 5 couleurs qui dit, si, même si c'est une simplification, un produit est plus ou moins bon nutritionnellement parlant. Donc on voit ce mouvement clairement. Et on a énormément de questions qui remontent de la part des clients, des consommateurs, en questions directes. On fait beaucoup de tableaux de clients et on observe ça. On observe aussi... qui est le parallèle, qui est le pendant de la défiance, et beaucoup de stress de la part de certains clients, parce qu'il y a des injonctions contradictoires. Beaucoup nous disent être perdus dans la manière de se retrouver en rayon, de trouver de l'information. Beaucoup de communication de la part d'ONG qui font un super travail. Foodwatch, par exemple, L214, lanceur d'alerte sur le bien-être animal, qui ont un impact direct sur nos activités. Et tant mieux, je veux dire, je suis citoyen avant d'être... employé Carrefour, donc c'est une bonne nouvelle, mais on voit effectivement que beaucoup de clients sont experts et beaucoup sont perdus aussi, et avec des injonctions contradictoires ou une frustration liée à aujourd'hui quand même un pouvoir d'achat très contraint sur les questions d'alimentation. Je devrais peut-être pas le dire, mais aujourd'hui les 3 enseignes qui s'en tirent le mieux en grande distribution, c'est Lidl, Aldi et Leclerc, qui sont celles qui sont le mieux positionnées sur le prix. Donc on voit aussi à la fois plus d'expertise, qui se traduit par des ventes en rayon, le bio qui augmente, des produits meilleurs pour la santé qui augmentent, une très forte demande sur le local, parce que les gens ont l'impression, en tout cas, voient mieux d'où viennent les produits. Donc ça, c'est vraiment des tendances très fortes qu'on observe. Et en même temps, ce stress et une dimension d'être un peu perdu de la part de beaucoup de nos clientes et de nos clients en rayon. Donc voilà, en tout cas, pour répondre à la question de comment ça se traduit concrètement dans le quotidien de ce qu'on voit passer dans les caddies. Merci beaucoup Valérie. Donc, vous êtes administratrice de l'association Bioconsomacteurs, donc qui promeut, qui fait de l'information et qui sensibilise le grand public sur le bio. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui le label bio c'est un gagnant de ce mouvement un peu de défiance des consommateurs ou pas ? Oui, je pense que le bio c'est un grand gagnant, ouais, de manière générale, parce que le label en question, il est assujetti à un cahier des charges qui est consultable, qui est défini, et qui, je pense, interpelle sur des critères de santé notamment, avec l'éviction des pesticides, l'éviction des OGM, l'éviction des matières premières transformées comme les matières grasses hydrogénées, par exemple, avec une limitation des additifs beaucoup plus grande qu'en conventionnel, à une 50aine versus 300 en conventionnel, et qui plus est des additifs exclusivement d'origine naturelle. Donc je pense que ces critères-là, qui sont propres au cahier des charges de l'agriculture biologique, font que ça résonne auprès des consommateurs comme étant un gage de qualité environnementale, bien sûr, mais nutritionnelle et de santé aussi. Donc effectivement, le label bio, on voit bien que les consommateurs, quel que soit leur budget d'ailleurs, s'orientent vers une consommation de bio plus ou moins régulière sur des produits d'appel comme les œufs, le lait, qui sont devenus finalement facilement accessibles et facilement disponibles aussi. Et que par ailleurs, justement, je lisais une petite enquête là, qui a été faite par Darwin Nutrition en avril 2020 suite au confinement. La majorité des sondés en fait indiquent vouloir manger plus sainement au décours du confinement,
et s'orienter ou enfoncer leur acte d'achat vis-à-vis vers des productions bio. Ce d'autant que je pense que pendant le confinement, justement, les agriculteurs étaient présents, et notamment les petits agriculteurs de territoire auxquels qu'ils ont peut-être rencontrés pendant cette période et auxquels ils ont aussi peut-être un peu de reconnaissance parce qu'ils étaient là et ils étaient disponibles et ils ont permis en fait aux gens de s'approvisionner sur le territoire. Et donc il y a à la fois peut-être une demande pour le produit bio pour la santé, et puis aussi, comme disait Nicolas, pour le local qui j'ai l'impression aussi est un gage de transparence, qui est proche, on le connaît, donc on a plus tendance à lui faire confiance. Disons que le bio et le local, ça a été une confusion entretenue sans doute par les pouvoirs publics pendant un certain temps. Et aujourd'hui, les consommateurs, ou en tout cas nous, l'association Bioconsommateurs, on s'attache à faire justement, à bien décrypter ces mots qui sont un petit peu nouveaux et qui créent un peu de confusion, de manière à ce que le consommateur identifie bien ce qu'est un produit bio, c'est-à-dire avec un cahier des charges, un label officiel de qualité, et ce qu'est un produit local, à savoir que ça n'est jamais qu'une mention qui caractérise un territoire et une distance de consommation. Et qu'on peut tout à fait manger des pesticides locaux pour autant. Donc après, si on a effectivement un critère de dynamisation du territoire, un critère social qui est en avant, bon, on va s'orienter vers ce type de production, mais un produit local reste un produit local avec la valeur qu'il a, et un produit biologique, il a une autre valeur ou d'autres valeurs. Et donc vous mettez bien en avant les critères qui sont assez nombreux. C'est ça. On peut demander quand on est... Et l'idéal étant d'associer de multiplier les critères pour avoir un produit qui soit vraiment qualitatif entre le bio, le local, de saison et éthique. D'accord. Et du coup, Mathieu, pour vous, par rapport à donc une logique de label, un peu comme celle du label bio, qu'est-ce que la solution apportée par Tilcal change ou apporte de nouveau, selon vous ? La première chose, c'est que je pense qu'on constate tous quand on achète des produits, c'est qu'en général, sur un produit, vous avez 53 labels, quoi. Et que c'est compliqué de savoir ce qui veut dire quoi. Et même dans les labels bio, il y en a un certain nombre qui sont très très qualitatifs. Il y a eu il y a un an, un truc comme ça, une étude de la DGCCRF qui disait qu'en gros il y avait 30-35% de mémoire des labels bio qui correspondaient pas à des cahiers des charges, enfin qui étaient l'appropriation anormale de ces labels. Donc c'est le point qu'il y a, c'est que décrypter ce qu'il y a derrière un label n'est pas forcément quelque chose de simple. D'où le travail de bioconsommateurs ou autre chose comme ça. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'apporter une pierre à cet édifice en permettant aux marques de certes mettre en avant leur label, mais aussi d'expliquer quelle est la provenance précise de leurs produits ou les étapes précises de leurs produits, en choisissant d'ailleurs leurs axes d'explication, parce que ça dépend complètement du produit. Ça peut être sur du produit alimentaire, c'est bio, ça peut être est-ce que c'est du produit local ou pas, les deux étant différents mais pas forcément exclusifs, mais pas forcément convergents. Ça peut être sur du textile, des questions de conditions de travail. C'est pas complètement anodin aujourd'hui de se poser la question de savoir si, quand vous achetez un t-shirt en coton, si c'est des gosses qui ont ramassé le coton dans des champs, parce que c'est quand même la réalité bien souvent. Donc il y a différents axes possibles en fonction des produits, et nous c'est ce qu'on essaie d'apporter, donc de permettre aux marques finalement de venir dire précisément d'où vient le produit, mais d'où vient le produit vraiment cette bouteille d'eau, mais cette bouteille d'eau dans je veux dire, pas cette gamme de bouteilles d'eau, cette bouteille d'eau dans ce qu'elle a de production particulière. Et ça amène autre chose, qui est du coup complètement hors spectre des labels. C'est que on voit bien quand il y a des scandales, etc., qu'on se pose toujours la question de dire il y a eu par exemple le scandale sur le lait pour enfants il y a 2 ans, il y a le lot 257 qui mérite d'être appelé. Ouais, mais en vrai, quand vous avez une boîte de lait pour nourrir votre gamin chez vous, vous ne savez pas quel est le numéro de lot qu'il faut rappeler. D'ailleurs, vous ne savez même pas très bien où le trouver sur la boîte, c'est rarement lisible. Et ça pose plein de problèmes, dont le fait que, en fait, vous ne savez pas consommateur, mais la GMS, elle ne sait pas non plus. La distribution spécialisée, elle ne sait pas non plus. En fait, personne ne sait où sont les boîtes de lait.
C'est pour ça qu'il faut 4 mois pour les rappeler. C'est ça qui s'est passé il y a 2 ans. Hein. Partout, en pharmacie, en GMS, partout, il faut 4 mois parce que personne ne sait où il se trouve. Et donc, pouvoir fournir une info précise sur un produit, spécifique au produit qu'on a dans les mains, ça permet par exemple aussi, au-delà d'informer le consommateur, de lui dire, en fait, cette boîte de lait que tu as chez toi, celle-là, il ne faut pas la donner à ton gamin parce qu'elle fait l'objet d'un rappel. Donc en fait, ça permet d'aller établir un contact très précis avec le consommateur, très précis sur le produit, de cibler vraiment le produit, et donc d'informer, mais aussi d'apporter une réponse de pure sécurité alimentaire sur des produits qui parfois peuvent être un peu poser quelques problèmes. Et ça arrive les problèmes. Enfin, je pense qu'il faut l'idée que demain il n'y a plus jamais de rappel produit, c'est une idée qui n'a aucun sens. En revanche, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que quand on le fait, ça se passe bien, quoi. Et alors vous, Philippe, quand vous abordez cette question-là avec vos clients, j'imagine que c'est une question qui se pose assez souvent. Brièvement, c'est quoi les conseils que vous leur donnez ? Alors, on n'est pas forcément, on n'est pas consulté forcément spécifiquement sur la défiance, que nous on nous interroge plutôt sur des approches plus globales. Moi, en tout cas, je me suis tourné vers la RSE et le développement durable après toute mon expérience parce que je me suis rendu compte que ces approches 360 degrés qui vont adresser toutes les problématiques, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales, pouvaient permettre quelque part de répondre à ces enjeux de défiance, quelque part sortir d'une approche de l'alimentation, en tout cas de la production alimentaire qui est très conso-centrée. En gros, on va produire ce qui plaît aux consommateurs et on ne se pose pas de questions. Alors qu'en fait, bien entendu, le modèle agro-industriel, il fait des dommages par ailleurs, même si effectivement on pourrait dire qu'il répond mieux aux attentes du consommateur d'un point de vue sécurité sanitaire, tout ça, mais n'empêche que il a un impact sur l'environnement, il a un impact social, tout ça, et puis ça, faut quand même l'intégrer. Et je dirais que d'un point de vue méthodo, dans ces approches un peu 360, ça nous permet quelque part d'identifier les enjeux, d'aider les entreprises à appréhender ces risques-là, à anticiper les choses et indirectement à restaurer quelque part de la confiance. Et puis il y a aussi dans ces démarches-là, en termes de méthodo, toutes les dimensions parties prenantes qui sont dans le cadre de la RSE qui amènent forcément à prendre en considération le consommateur, à aborder ces sujets de la transparence. Et donc en ça permet, je dirais, d'y répondre. Maintenant, de point de vue plus global et par rapport à ma perception, moi, de l'alimentation industrielle, c'est tout le modèle qu'il faut finalement repenser. Parce qu'on parlait du bio tout à l'heure. Si on va vers une consommation du bio qui devient exponentielle et que tout le monde estime que le bio est la valeur refuge, cet appauvrissement, je dirais, il touchera aussi le bio à un moment. Et probablement que le bio tel qu'on le connaît, il en prendra un coup. Et il sera peut-être plus celui qu'on voulait. Donc il faut aussi rester un peu... il faut regarder les choses avec un peu de distance parce que il y a finalement pas de solution unique. Ce qu'on se rend compte en fait, peut-être pour conclure, c'est que ce qui sera important dans cette logique de défiance, c'est finalement de raccourcir cette distance qu'il y a entre le consommateur et la production alimentaire. Alors ça passe par plein de leviers, ça passe probablement par l'éducation du conso, ça passe évidemment par une évolution drastique de notre modèle agro-industriel pour aller vers quelque chose de plus durable et de plus vertueux. Mais en fait, c'est tout ça qu'il faut repenser. Et il y a le prix, je suis d'accord que le prix reste central malgré tout. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres enjeux dont le consommateur... se les prend quand même en pleine figure et il faut aussi savoir les adresser. Donc moi je regrette peut-être que dans notre monde d'après-guerre on a finalement abordé l'alimentation comme n'importe quel produit de grande conso et je pense que c'est pour ça que notre société elle est un peu dans cette mouise-là pour l'alimentation. Ouais. Donc il y a un truc à réinventer. Le problème c'est qu'il faut le réinventer vite. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Je pourrais parler du réchauffement climatique, je pourrais parler de l'effondrement de la biodiversité, où forcément cette production alimentaire elle a aussi un impact. Donc c'est bien de parler de la défiance du conso, je dirais, mais il y a aussi tous ces autres enjeux à intégrer. Tout à fait. Donc si je comprends bien, c'est aussi la question, c'est comment est-ce que on peut demander à l'entreprise, quelle qu'elle soit de la chaîne, de répondre aux enjeux sociétaux de manière plus globale. Et de le mettre dans sa stratégie d'entreprise. Mais si je pense justement, c'est probablement
l'engagement citoyen ou la demande citoyenne qui fait que les entreprises sont en train de changer. Vous le voyez comme un levier, vraiment? Moi, je le vois comme un vrai levier parce que finalement, c'est la masse de chacun de manière individuelle qui fait que l'alimentation est en train de changer. Par exemple, je prends donc on parlait effectivement du bio ou du non-bio, mais il y a aussi, c'est peut-être ce à quoi tu faisais allusion, la question des aliments ultra transformés, par exemple, qui existent aussi en bio. On peut très bien manger des produits extrêmement transformés. Et du point de vue qualitatif nutritionnel, on n'est pas dans le critère optimum non plus. Donc il y a effectivement quelque chose à revoir de manière large, mais c'est justement le fait de ne plus vouloir. C'est le consommateur en fait qui devient consommateur, et ça c'est un mot qui s'est vraiment répandu, et c'est le nom qu'on avait choisi en 2004 à la création de l'association. Mais bio-consommateur, donc nous on a effectivement... On va dans cette direction-là, mais il y a la notion de consommateur. Aujourd'hui, les gens ne consomment plus de manière aveugle et en ayant l'espoir ou la croyance que parce que c'est vendu en grande distribution ou ailleurs, c'est que c'est cautionné par l'État comme étant un produit ne pouvant pas nuire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été balayé il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et effectivement, le fait que... L'éducation, le fait qu'il y ait de l'information de plus en plus précise, de plus en plus technique, fait que le consommateur est devenu quelqu'un en demande de quelque chose de plus sain pour lui et un produit multicritère. Donc je pense que les différentes sociétés, les industries agroalimentaires ont bien compris que le citoyen achète ou n'achète pas. Je voudrais juste donner un exemple là-dessus pour rebondir là-dessus, juste très rapidement. Quand vous allez en grande surface, vous allez acheter de l'huile d'olive. Vous avez une bonne chance sur la bouteille d'huile d'olive qui est en face de vous de voir une mention d'origine UE et non UE. Alors ça, c'est hyper précis. C'est-à-dire que vous savez que c'est de l'huile d'olive qui vient de la planète Terre. Au cas où vous aviez un doute, c'est toujours utile. En fait, je pense que la question de l'action du consommateur, elle est hyper simple en fait. Si vous l'achetez, vous acceptez qu'on vous prenne pour un débile. C'est aussi simple que ça. Donc la question, elle se pose à nous tous et dans le choix de notre produit. Parce que la réalité, c'est que l'huile d'olive, elle vient quand même de quelque part. Et c'est pas grave qu'elle vienne un tiers d'Espagne, un quart d'Italie et puis le reste de Tunisie. C'est pas grave, on peut en parler. On peut faire un choix. On peut aussi choisir d'acheter que de l'huile d'olive 100% italienne. Ça n'a aucune importance. C'est le choix de chacun. Mais ce côté, ça vient de UE ou non UE, même avec une jolie bouteille en verre, parce qu'en général, il y a une corrélation assez forte entre la beauté de la bouteille et l'intérêt de l'origine. Faut pas exagérer, quoi. Et ça, c'est notre choix à nous tous. Et de la réglementation communautaire. Aussi. Ouais. Alors, du coup, Nicolas, moi, je me tourne vers vous maintenant. Vous, comment est-ce que vous répondez, Carrefour Alors, vous avez mentionné le tiraillement entre, d'une part, des attentes, d'autre part, la question du prix de l'alimentation, de son coût. Concrètement, pour vous, comment ça s'articule? Je veux dire, dans la stratégie de l'entreprise. Dans votre stratégie d'entreprise, oui, tout à fait. Déjà, je voulais juste revenir sur un point sur lequel je suis complètement d'accord sur le fait que tous, clients, consommateurs, a un pouvoir pour faire changer. Après, aujourd'hui, et quand on regarde aussi l'historique des grandes luttes sociales, environnementales, d'où vient le basculement, il est multiple. La pression, elle vient par exemple énormément des investisseurs aujourd'hui. C'est aussi un vrai changement. Après, je fais une aparté là-dessus parce que ça fait aussi partie du contexte général, entreprise cotée en plus. Je veux dire, voilà, donc je leur dis, il n'y a pas une présentation aux investisseurs dans laquelle ces questions, et tant mieux, je veux dire, dans laquelle ces questions n'arrivent pas, et de manière précise, concrète, avec des attentes chiffrées sur des indicateurs qui concernent la biodiversité, qui concernent l'empreinte climatique, qui concernent évidemment les questions sociales, de justice sociale au sens large. Et ça, c'est une très bonne chose, mais ça fait partie aujourd'hui du basculement qu'on observe et de la pression qu'on voit sur une entreprise comme Carrefour, entreprise cotée, encore une fois. Donc c'est aussi une petite différence sur cet aspect-là. La prise en compte dans la stratégie, elle va avoir... On n'est pas dans l'hyper concret, mais ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, a été voté comme raison d'être de l'entreprise, la transition alimentaire pour tous, votée par les actionnaires, il y a moins d'un an, par les actionnaires. Ça peut paraître un vœu pieux, derrière ça a des implications concrètes. Aujourd'hui, on a 25% de la rémunération du COMEX, 15% du conseil d'administration, qui est sur un indice RSE et qui va être ultra concret, combien de pourcentage de poissons qui sont MSC,
quelle est la part du chiffre d'affaires bio, combien de pourcents de produits sont recyclés, quelle est l'empreinte carbone scope 1, scope 2 de l'entreprise par rapport à des objectifs. Donc mine de rien, l'intégrer à la rémunération variable des dirigeants, ça a un impact. Hein. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est comment ? C'est une surprise. C'est une surprise, mais c'est très bien. Il y a cette partie-là, et je suis d'accord aussi sur l'autre point. L'implication concrète, elle est dans l'inversion du rapport de force. Aujourd'hui, quand les clients sont plus conscients, quand lors des tables rondes clients qu'on fait avec l'ensemble des acteurs qui gèrent la marque Carrefour, on a des remontées très claires sur les envies. On veut plus de substances controversées. La contrepartie de ça, ça a été supprimant sans substances controversées, celles qui sont identifiées de manière plus claire, qui reviennent dans les études. Et ça veut dire un plan de développement de toutes les listes d'ingrédients sur 2 ans pour changer tous les ingrédients des marques à produits Carrefour. Donc ça, c'est extrêmement concret dans l'impact. Ça, je m'éloigne du micro, du coup, vous ne devez plus m'entendre, c'est terrible. Ça c'est vraiment ce qu'on voit. Donc il y a à la fois une stratégie d'entreprise, une pression, et c'est tant mieux, une aversion du rapport de force, mais qui vient aussi parfois des producteurs. On a une forte demande de produits locaux, même si local ne veut pas forcément dire durable, mais en tout cas veut dire impact économique autour du magasin, autour de là où les gens achètent. Et tant mieux aujourd'hui, ça rentre en ligne de compte et dans la manière dont les gens se réapproprient leur alimentation et veulent qu'elle ait un impact. Aujourd'hui, il y a et c'est normal, plein de producteurs qui ne veulent pas vendre chez Carrefour. Parce que nos contrats ne sont pas les bons, parce qu'ils sont trop longs, parce qu'ils sont compliqués. Et voilà, une contrepartie concrète, c'est passer d'un contrat de 40 pages à un contrat de 4 pages. Voilà, ça, c'est ça qu'on observe aujourd'hui dans l'inversion du rapport de force. Et pour moi, c'est vraiment positif. Je veux dire, c'est aussi le choix du client, le choix du consommateur qui va faire bouger les lignes et qui change le rôle d'un grand distributeur, clairement. Donc on le voit au niveau de la stratégie d'entreprise et dans des choses très concrètes. Mais ça passe aussi, peut-être que je vais être trop long sur marathon, non, allez-y, ça passe aussi, et moi j'en suis vraiment convaincu, par des notions de collaboration qui dépassent le cadre de l'entreprise. Il y a une grosse pression sur le bien-être animal, et puis les chiffres sont là, hein, je veux dire, à 95% d'élevage intensif porcin en France. Donc oui, il y a des associations qui sont lanceurs d'alerte sur le sujet, L214 pour la plus connue, 900 000 fans sur Facebook, hein, donc on ne parle pas d'une petite ONG, on parle de quelque chose de massif dans le changement qu'ont les clients dans leur rapport aux produits d'origine animale, et c'est tant mieux. Eh bien, la manière de le faire, c'est dire, OK, on va se mettre avec d'autres distributeurs, avec les interprofessions, on va mettre en place des critères très clairs, et on l'a lancé sur le poulet, on va le lancer sur d'autres, un étiquetage bien-être animal. C'est pas parfait, hein, évidemment, mais de la même manière que le Nutri-Score, il y a 5 couleurs, A, B, C, D, E, et on est très clair sur ce que ça veut dire, quelle est la taille de l'élevage, est-ce qu'il y a un accès au plein air, etc., etc. Et je pense que le dialogue avec le client, ce changement de rapport de force, il y a, et la collaboration entre acteurs, il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra demain aller regagner un peu plus de confiance sur cette défiance qui est extrêmement présente. Et c'est normal, il faut faire acte de transparence, clairement. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu 2 petits avions numériques qui me sont arrivés. Donc, question. Donc, la première, c'est sur les OGM. Est-ce que vous ne pensez pas que les OGM sont une des sources de cette défiance ? Et la deuxième question que j'ai, c'est sur la question du rapport entre les acteurs privés et les politiques. Doit-on laisser les industriels se saisir du sujet ou faut-il et comment obliger les politiques à imposer des règles en matière de transparence ? Est-ce qu'il y a des volontaires pour répondre ? Alors, je veux bien répondre sur la question des OGM. Je ferai la deuxième. Oui, c'est vrai que le sujet des OGM, ou en tout cas les études qui ont fait un petit peu scandale, ou en tout cas qui ont informé le grand public sur la présence des OGM, sur qu'est-ce que sont les OGM et quel pourrait être l'impact sur la santé à long terme de la consommation de produits contenant des OGM. Oui, ça a peut-être été un point de départ de cette défiance, ou en tout cas de ce regard différent vis-à-vis des produits de grande consommation, certainement. Enfin, voilà, je pense que ça...
Ça a éveillé peut-être la conscience vers l'alimentation comme étant quelque chose qu'on absorbe, quelque chose qu'on intègre et qui peut, dans certains cas, ne pas être forcément aussi bénéfique qu'il en a l'air. Je suis d'accord sur l'aspect symbolique parce pour la première fois, les gens prenaient conscience qu'ils pouvaient avoir une alimentation trafiquée, je dirais, par rapport à la perception, ou en tout cas ce qui a été véhiculé autour des OGM. Après, l'autre aspect autour des OGM, mais qui est beaucoup moins prégnant dans l'intelligence collective, hein, c'est quand même l'impact que cela peut avoir sur l'environnement. Hein, et notamment, je reviens sur les sujets de biodiversité. Vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, mais oui, pour moi, ce sujet-là est un danger bien plus grave. Voilà. Au moins égal. Au moins égal. Je donne mon avis. Oui, puis il y a les OGM qui sont mangés directement par les humains et ceux qui sont mangés par l'intermédiaire d'un animal. Donc effectivement, la problématique au niveau mondial, elle est gigantesque, clairement. Ouais. Oui, puis et pas résolue. Et pour les OGM, on est en France dans un environnement un peu protégé avec les éléments autour du moratoire et tout ça qui ralentit tout ça pendant plus de 10 ans. Donc, Mais Carrefour est présent au Brésil, c'est un sujet beaucoup plus complexe à aborder au Brésil qu'en France, évidemment. Ouais. Et il y a effectivement un contexte français plus propice à aller contre les OGM que c'est le cas dans d'autres pays du monde. Mmh. Donc c'est quand même plus spécifique à la France, cette question. Non, la question, elle se pose partout, parce que la problématique est la même partout, mais effectivement, on va dire que le grand public y est plus sensible, et les pouvoirs publics aussi en France, comparé à d'autres géographies. Pour répondre rapidement, peut-être sur la deuxième question, oui, moi, en tout cas, évidemment, convaincu qu'il faut légiférer et que c'est le rôle des pouvoirs publics aussi sur ce sujet. Après, moi, ce dont je suis convaincu, et ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la place du consommateur, de la société civile au sens large. Enfin, en tout cas, sur ces sujets-là, compte tenu de l'urgence générale, climatique, biodiversité, santé publique, hein, enfin, je veux dire, effectivement, l'alimentation, c'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, la première cause de destruction de la biodiversité, la première source de maladies de civilisation, hein, l'alimentation transformée. Donc il y a une urgence qui est massive, et les contre-pouvoirs citoyens et les consommateurs au sens large ont un rôle immense à jouer sur ce sujet-là pour pousser aussi à une accélération de la transition. Après, pour compléter, ça c'est ma conviction personnelle, hein, je pense que malgré tout, hein, les industriels ont une grande partie de la réponse. Et donc, même si effectivement on pourrait espérer qu'on a des pouvoirs publics qui sont moins dans la collusion, même si pour avoir été dans une posture de lobby, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça de les embarquer. Comment dire, il y a un vrai sujet pour que les grandes entreprises, notamment, s'emparent de ça, mais dans une logique tout simplement de prendre leurs propres responsabilités. Moi, je crois à la carotte et je crois au bâton. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un aspect probablement contraignant, et c'est le rôle des pouvoirs publics, et notamment parce qu'ils ont aussi un rôle pour protéger le consommateur et le citoyen. Mais il y a aussi la carotte, et ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la consommation, et sur le fait que massivement les gens se mobilisent pour avoir des demandes beaucoup plus vertueuses, sûrement, sur leur alimentation, contribuera à ce changement-là, quoi. Mais je crois qu'on ne peut pas être tiède, d'arriver à un moment, là, il va falloir qu'on soit beaucoup plus exigeant collectivement. Oui. Une question de masse critique. Enfin, effectivement, un acteur comme Carrefour, qui fait 20% de part de marché de la grande distribution en France, l'ordre de grandeur, c'est quasiment, on n'a pas de chiffre exact, mais 12 à 14% de la totalité des fruits et légumes qui sont consommés en France, qui passent par Carrefour. Donc on est dans une masse critique qui permet la transformation à partir du moment où il y a un encouragement des changements de pratiques. C'est ce qu'on fait sur la sensibilisation sur des pratiques plus agroécologiques. Et encore une fois, en plus, et cette transition-là, elle se fait pour une autre raison, c'est que
n'importe quel grand distributeur, il représente au maximum 30% de la production d'un producteur agricole aujourd'hui, 30-35%. Mais évidemment, il y a des règles, en France, et tant mieux, de non-dépendance économique d'un acteur individuel face à un acteur de la grande distribution. Donc à partir du moment où il y a un changement, c'est l'ensemble du secteur qui bascule. Donc oui, le rôle, il est essentiel. Et après c'est du billard à 4 bandes, hein, entre le pouvoir public, la demande des consommateurs, la pression des investisseurs et l'initiative individuelle. Hein. Je veux dire, il y a 140 000 employés chez Carrefour, hein, ça reste des Français. Enfin, je veux dire, ils ont aussi envie que les choses changent pour eux, pour leurs enfants. Donc il y a aussi évidemment des énergies en interne qui sont extrêmement positives et sur lesquelles il faut bâtir. Mais on l'a vu par exemple, pour donner un exemple concret, sur globalement les œufs issus d'élevage en cage. Voilà, sujet qui a bougé pour de multiples raisons, effectivement, parce que les clients étaient relativement prêts, que l'écart prix, il est existant, hein, évidemment, mais il n'est pas si énorme que ça. Donc on n'est pas... En tout cas, le choix, il se fait rapidement. Quand la discussion, elle s'est faite avec les grands producteurs sur à quelle échelle de temps on est capable de le faire, la discussion avec les producteurs a été de dire « Ah, Carrefour veut prendre un engagement en 2021. » On a pris un engagement en 2022. Pas parce qu'il ne faut pas le faire vite, mais parce que si Carrefour prend un engagement en 2021, il assèche le marché. Voilà. Juste sa taille, en fait. Valérie, vous vouliez... Oui, si je peux rajouter sur ce que tu disais concernant la difficulté de légiférer. C'est, en fait, quand on parle du secteur agroalimentaire, c'est un petit peu similaire à ce que vous avez expérimenté pour le secteur pharmaceutique. On est un petit peu dans le même ordre d'enjeux, en fait. Donc, l'industrie agroalimentaire, c'est en France en particulier, c'est un gros employeur. Et quand on touche aux questions concernant la qualité, vous avez vu, on s'est dit que la transparence était de plus en plus accessible, et c'est vrai, et tant mieux. Mais il y a encore des petites choses à préciser sur l'origine des produits, sur la transformation, sur les ingrédients qui entrent dans la composition du produit. Mais de manière plus précise, c'est compliqué parce que même si on s'aperçoit que les maladies métaboliques explosent et c'est un problème de santé publique, donc que ce soit le diabète, alors on parle beaucoup de Covid en ce moment, mais si vous regardez les chiffres, le nombre de personnes diabétiques ici dans la salle, il y a probablement un d'entre vous sur 6, selon l'âge que vous avez, qui se sait diabétique ou ne se sait pas diabétique. Mais c'est vraiment un problème de santé publique mondiale. C'est une épidémie, une pandémie mondiale, au même titre que le Covid, mais à une échelle qui n'est pas du tout la même. Donc on parle de maladies métaboliques qui sont un sujet de santé publique et qui pèsent lourd dans la balance des dépenses publiques de santé. Et on sait que le diabète, il a une origine qui est quand même essentiellement alimentaire, liée à la qualité des produits qu'on consomme et liée à la pauvreté des produits qu'on consomme majoritairement. Et on aurait pu s'y attendre parce que ça fait quand même 15 ans au moins ou 20 ans qu'on sait que cette pandémie de diabète va aussi arriver en Europe, puisque on avait déjà l'occasion de l'observer aux États-Unis, donc on savait très bien ce qui allait nous arriver à nous aussi de la même manière, avec une petite dizaine d'années de décalage. Et pourtant, les pouvoirs publics n'agissent pas sur ce côté qualitatif, qualité des aliments. Il n'y a pas de il n'y a pas de décision vraiment, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien qui est fait, sinon des recommandations qui sont données au grand public, mais qui sont difficilement compréhensibles. Mais dans les faits, on ne change pas le modèle des produits qui sont proposés. Donc, on continue à créer des populations qui sont massivement ou diabétiques ou qui ont des problèmes d'ordre métabolique qui coûtent et qui impactent gravant la santé financière des pouvoirs publics. Et donc ce que vous soulevez là, c'est que même s'il y a quand même des dynamiques en marche, il y a aussi beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de lobbying. Le lobbying, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. Avec si on compare par exemple
le volume financier d'une campagne publique d'information, de recommandations qui vont dans le bon sens ou dans le sens d'informer, de sensibiliser à une bonne santé, il est démesurément réduit par rapport à tout ce que peut faire l'industrie agroalimentaire, que ce soit dans la présence média, que ce soit présence dans les écoles, et ça c'est gravissime, parce que les pouvoirs publics là ne stoppent pas les lobbies dans les écoles. Ça c'est un petit peu dramatique, c'est-à-dire que l'école a un rôle neutre, un rôle de sensibilisation, un rôle d'information, d'éducation, à la santé en particulier. Mais en fait, bien souvent, ce côté sensibilisation, information santé est fait par les lobbies qui pénètrent dans les écoles. Donc, c'est un petit peu délicat cette question. Et si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'en fait, c'est des phénomènes qui sont assez normaux. C'est-à-dire que vous mettez 20 personnes dans une salle, vous essayez de lancer quelque chose, ben, c'est toujours pareil, vous en avez 15 qui sont contre, 2 qui sont pour, et 2 qui savent pas, et 3 qui savent pas, quoi. Vous avez toujours un peu cette même dynamique. Donc effectivement, la politique publique sur ce genre de questions où il y a du lobbying, elle va être confrontée à un certain nombre d'acteurs qui sont pas pour aller plus loin. Donc elle va toujours être un peu moins disante, ouais. Sauf volonté incroyable, mais ça arrive assez rarement. Et du coup, si on le regarde du côté positif et du comment on peut faire bouger les choses, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une demande de consommateurs, de transparence, d'information, etc. Mais ça veut dire qu'il y a des marques pour qui, les marques qui se conduisent le mieux, qui sont le plus, qui osent le plus être transparentes, ou qui sont le plus prêtes à l'oser, ou qui ont le plus d'accès à l'information pour être transparentes, elles ont une opportunité de marché significative. Donc c'est ça qui fera bouger les choses. C'est-à-dire que c'est parce que vous aurez un certain nombre de marques qui vont commencer à donner de la transparence, à être clair sur l'origine de leur sourcing, leur façon de transformer les produits, etc., que ça met un état de fait sur le marché. Je reprends l'exemple du lait pour enfants. Aujourd'hui en Chine, vous avez à peu près toutes les marques de lait pour enfants qui donnent une information très précise sur l'origine du lait, mais c'est un QR code, vous savez exactement ce lot, d'où ça vient, etc. Et pourquoi ? C'est assez simple. Vous avez 3 boîtes de lait pour enfants sur votre linéaire. Vous en avez une qui vous dit précisément d'où vient le lait, quand est-ce qu'il a été produit, etc., qui est capable de vous informer s'il y a un problème de qualité dessus, et 2 autres qui vous disent rien. Vous achetez lequel pour nourrir votre gosse ? C'est assez simple en fait. Donc c'est une question d'opportunité de marché et d'aller le prendre. Donc après, il y aura des effets de bascule, comme vous disiez, mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'un Deus ex machina qui vienne légiférer, donner les règles, etc. Il y a des boîtes dans lesquelles il y a des patrons aujourd'hui qui sont très engagés. Je disais Danone tout à l'heure, c'est clairement le cas dans une boîte comme Danone. C'est à ces boîtes-là de faire le job, d'aller conquérir des marchés en étant plus transparentes, mécaniquement de faire progressivement disparaître, crever les autres, et puis le jour où tout ça se sera traité, ça prendra du temps, on arrivera peut-être à avoir effectivement un niveau de transparence qui est plus élevé. Mais en amont de tout ça, c'est quand même notre rôle à tous de choisir ce qu'on achète, quoi. Oui, ça me fait penser, juste pour ajouter, justement le Nutri-Score, en fait, c'est un codage en fait, de la qualité alimentaire, enfin, de la qualité nutritionnelle des produits, qui n'est pas obligatoire. Mais effectivement, comme tu dis, le fait de l'afficher ou d'être transparent, ça tire tout le monde, parce qu'effectivement, celui qui affiche et qui ose être transparent et clair sur ce qu'il fait, et il y a celui qui délibérément ne l'affiche pas, donc là, on sait pourquoi. Voilà, c'est ça. Complètement. Et en tout cas, par exemple, sur ce sujet précis, on en parlait tout à l'heure, on a pris la décision massivement de le mettre sur l'ensemble de nos produits d'ici 2022, 7000 produits. Et l'autre manière dont on le fait, c'est la chance d'avoir ce rôle de distributeur, c'est qu'effectivement, le pouvoir des lobbies, il est très fort. Même si le rôle d'un distributeur aujourd'hui, il évolue et pas juste de mettre des produits en rayon, il n'empêche qu'on n'est pas partie prenante d'un secteur d'activité ou un autre de manière massive, à part celui de la distribution, mais on n'est ni laitier, ni producteur de viande, ni producteur de fruits, on les peut. Et on travaille avec l'ensemble de nos fournisseurs au travers d'un pacte pour les pousser à mettre le Nutri-Score. Parce que clairement, ça reste... Et ça va dans les deux sens. C'est ce que je disais au tout début d'introduction. On l'a vu sur l'année dernière. On a
plus 1%, plus 0,8% sur les produits qu'il affiche, et moins 1% sur les produits A, B, et moins 1% sur les produits D et E. Donc on voit qu'il y a un vrai changement. Le Nutri-Score, il est là, et ça pousse les produits les mieux disants. Alors le Nutri-Score, c'est une étape. On est d'accord. Je ne veux pas simplifier la nutrition. Il y a d'autres indicateurs qui sont quand même beaucoup plus performants que le Nutri-Score. Hein. Tout à fait. Ça reste un indicateur. L'indicateur SIGA notamment. Je vais devoir vous interrompre malheureusement parce qu'on arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4 d'avoir été avec nous ce soir et merci beaucoup à l'audience d'avoir été là. Bonne soirée. Au revoir.